Dans les épisodes précédents de notre série, nous avons parlé de la falsification des documents historiques, des œuvres de littérature, des anciens artefacts et des objets d'art. Les réformateurs médiévaux ont effacé des pages de l'histoire le vrai passé de l'humanité, en le remplaçant par une fiction et par une demi-vérité. C'était un processus long qui a duré plusieurs siècles. Afin d'introduire dans la conscience des peuples une nouvelle histoire, les documents écrits seuls ne suffisaient pas. Il fallait trouver des preuves matérielles de la nouvelle version historique. Après la rédaction et la falsification des documents écrits, a commencé le processus de la contrefaçon d'objets de la culture matérielle. Parfois, la falsification des monuments historiques se faisait à l'échelle d'un État. Mais parfois, c'était l'œuvre de petits groupes de personnes. Certaines d'entre elles avaient soif d'argent, d'autres de célébrité, et d'autres encore en auraient une commande, tout simplement. À partir du XVIe siècle, on a fabriqué une quantité énorme de faux en tout genre. Malheureusement, ce processus n'est pas encore terminé. Il a lieu de nos jours même. Ce film va traiter de 3 histoires retentissantes de la falsification des monuments historiques. Partout, on est entouré d'histoires. N'importe quel édifice, n'importe quel objet parvenu jusqu'à nous a une valeur historique. Plus ces objets sont anciens, plus ils attirent l'attention des gens. C'est pourquoi, parmi les dites antiquités, on rencontre beaucoup de faux. Aujourd'hui, il est bien connu qu'il existe des faux tableaux, des faux bijoux, pièces de monnaie et sceaux. On a trouvé nombre de faux documents et de faux manuscrits. Mais peu de gens sont au courant qu'il y a aussi des faux parmi des célèbres monuments historiques et archéologiques. Certains de ces monuments sont même déclarés appartenant au patrimoine historique mondial. Plus la falsification est énorme, plus il est facile de persuader les gens de l'authenticité de ce faux. Depuis déjà plusieurs siècles, la plupart des gens apprennent l'existence de la Grande Troie, de l'épopée d'Homère, l'Iliade. L'épopée a été appelée Iliade parce que les Grecs avaient nommé cette ville Ilion. On croit que la guerre de Troie a eu lieu au XIIIe siècle avant notre ère. Les historiens affirment que Homère n'était pas le contemporain de cette guerre, il a vécu 700 ans plus tard. Il aurait composé son épopée d'après des traditions orales et des chants des chanteurs errants. Aucun document écrit ni témoignage sur l'histoire de Troie ou sur la légendaire guerre de Troie ne s'est conservé. De plus, l'histoire traditionnelle affirme que Homère était aveugle. Par conséquent, il ne pouvait pas écrire ses poèmes. Il ne pouvait que les dicter à quelqu'un. Mais de son vivant, personne ne tenait à immortaliser ses œuvres. Pendant des siècles, elles auraient été transmises oralement. On les a fixées sur papier quelques siècles plus tard, après la mort de Laëde. Il n'est pas alors étonnant qu'encore jusqu'à la fin du XIXe siècle, la majorité des scientifiques et des gens cultivés aient perçu le poème d'Homère seulement en tant qu'épopée, et Troie en tant que ville mythique.
Mais à la fin du XIXe siècle, cette perception a changé chez beaucoup de personnes, parce que l'archéologue amateur allemand Henrik Schliemann aurait réussi à trouver les vestiges de l'Ilion d'Homère. Dans la biographie de Schliemann, il est écrit de façon romantique que le jeune Henrik, depuis son enfance, rêvait de trouver la légendaire Troie. Une fois grand, Schliemann est devenu un commerçant millionnaire vénard et a pu s'offrir le luxe d'entreprendre la recherche coûteuse de la ville perdue. Étudions plus en détail les recherches de Troie. C'est répandu largement le mythe que Schliemann avait cherché la Troie en tenant dans la main le volume d'Homère, c'est-à-dire en se basant uniquement sur le texte de l'Iliade. Mais c'est faux. Schliemann est arrivé en Turquie sur les traces des prédécesseurs. En premier lieu sur les traces d'un scientifique français de Choiseul-Gouffier, qui a entrepris plusieurs expéditions vers le nord-ouest de la province turque d'Antalya encore au XVIIIe siècle. Le Français a publié les descriptions de cette région et a affirmé que Troie se trouvait à 10 km environ de la colline Isarlik. En 1822, un journaliste écossais, Charles Maclaren, a publié un article dans lequel il affirmait que la colline Isarlik n'est rien d'autre que l'ancienne Troie. Les premières fouilles archéologiques de la colline ont été entreprises par un Anglais, Frank Calvert, dans les années 60 du XIXe siècle. Mais Calvert a manqué de moyens pour pouvoir terminer les fouilles. Et c'est Schliemann qui en avait suffisamment. Schliemann avait écrit: après avoir examiné le terrain 2 fois, j'ai été absolument d'accord avec Calvert que le plateau couronnant la colline Isarlik, c'est l'emplacement de l'ancienne Troie. Pour quelles raisons les scientifiques ont commencé à chercher précisément à cet endroit? Dans le XVIIIe-XIXe siècle, existaient encore des témoignages médiévaux que la Troie antique se trouvait sur le territoire de l'Empire ottoman. Mais la Turquie est couverte de façon très dense de vestiges de villes et de fortifications anciennes. On peut trouver pratiquement n'importe où des fragments des anciennes constructions. Il n'est vraiment pas clair pour quelles raisons les vestiges d'une ancienne ville découverte sur la colline Isarlik ont été proclamés l'ancienne Troie avec un tel enthousiasme, car il n'y avait rien en rapport avec Homère. Quand les ruines ont été libérées de la terre, il est apparu que la surface de cette ville ne comptait que 120 mètres sur 120 mètres. Cela correspond à 2 terrains de football. Pour ceux qui ont lu Homère, il est évident que la surface de la ville décrite par Laëde devait être bien plus importante. À ce moment, on a décidé de déclarer que Troie se composait de plusieurs couches archéologiques. C'est le site le plus ancien qui serait situé sur ce petit terrain. Petit à petit, la ville a grandi et la Troie de l'époque de la célèbre guerre de Troie occupait déjà 20 000 mètres carrés. Mais même sur cette surface-là, il est peu probable que plus de 500 personnes aient pu y vivre en même temps. Car, mis à part les habitations et les routes intérieures, quelque part devaient se situer des temples, des locaux de stockage et des enclos pour le bétail. En décrivant Troie, dont le siège a duré 10 ans, Homère raconte que plus de 1000 bateaux grecs sont arrivés pour assaillir la ville. Ça voudrait dire que le nombre de guerriers venus assiéger Troie devait être environ 30 000 personnes.
Si cette petite forteresse était réellement la Troie, il est parfaitement évident que sous la pression aussi importante de l'armée grecque, les Troyens n'auraient pas tenu même une semaine. Probablement, les historiens et les archéologues se rendaient compte que la surface de la cité de 20 000 mètres carrés, de toute façon, ne correspondait pas à la description de la Troie d'Homère. C'est pourquoi on a agrandi la surface. En 2003, un archéologue allemand, Manfred Korfmann, qui aujourd'hui est considéré comme le spécialiste expert de Troie, a déclaré qu'il avait réussi à déterminer la vraie taille de cette ville. D'après lui, le territoire de la Troie supposée est 13 fois supérieur que ce qu'on pense aujourd'hui. C'est-à-dire, Troie occupe non pas 20 000 mètres, mais 217 000 mètres carrés. À partir de 1988 et pendant 15 ans, Korfmann a mené ici des fouilles qui ont coûté 3 millions d'euros. Malgré le fait que grâce aux efforts des archéologues allemands et de leurs sponsors, la surface du site est augmentée, il n'y a toujours pas de preuve que c'est précisément sur la colline Issarlik que se trouve la légendaire Troie. Sur le territoire de la Turquie moderne, on peut tomber sur des anciens vestiges assez souvent. C'est pourquoi Schliemann, qui a commencé les fouilles sur la colline Issarlik, avait eu besoin de preuves matérielles que la cité découverte était en effet la Troie. Et on les a trouvées. En mai de 1873, tout à coup, Schliemann a trouvé un trésor, qu'il a sans hésitation proclamé le trésor du roi de Troie Priam. Tout de même, les circonstances de la découverte du trésor induisent de sérieux doutes. Premièrement, Schliemann ne pouvait même pas indiquer le jour précis où il a trouvé le trésor. Il n'indiquait que le mois de mai. Est-ce qu'il pouvait réellement oublier une date aussi importante? Si on en croit sa biographie, il attendait ce jour depuis son enfance. Plus tard, il a quand même donné une date, le 27 mai de 1873. Deuxièmement, au début, Schliemann avait dit que le seul témoin de la découverte du trésor, c'était sa femme, Sophia. Mais plus tard, on a appris que Madame Schliemann avait quitté la Turquie au début du mois de mai et ne pouvait pas être le témoin de cet événement historique. Dos au mur, suite à ce fait révélé, Schliemann a dit qu'il avait menti car il voulait que sa femme soit aussi associée à cette trouvaille. Troisièmement, les doutes concernant l'authenticité du trésor sont renforcés par un autre fait curieux. Il apparaît que Schliemann avait cherché des orfèvres qui pourraient réaliser des copies des bijoux en or trouvés. Il avait des critères spéciaux pour les orfèvres. Ces personnes devaient s'y connaître en Antiquité, ne devaient pas apposer sur les copies leurs poinçons, demander un cachet raisonnable et, le plus important, ne devaient jamais citer le nom de Schliemann. Schliemann expliquait son souhait de faire les copies des bijoux par la crainte du gouvernement turc, qui n'allait certainement pas oublier sa part du trésor. Et si la moitié de sa trouvaille devait être restituée, il garderait pour lui les copies. Mais toute l'activité de Schliemann est restée tellement obscure qu'on ne sait pas à quelle période exactement il a mené ces négociations. Après la découverte du trésor ou avant? Il est probable que le trésor qu'il aurait trouvé en solitaire sur la colline de Issarlik, ce n'est rien d'autre qu'un travail de bijoutier qualifié du XIXe siècle. Quatrièmement, l'affirmation de Schliemann qu'il a trouvé le trésor du roi légendaire Priam avait l'air assez étrange. Affirmer une telle chose était pour le moins irresponsable. La datation absolue d'un objet en or, en argent ou en cuivre, même aujourd'hui, reste une tâche impossible.
On peut essayer de lier l'objet à une époque historique si l'objet comporte des écritures, des noms, des appellations, des chiffres. Mais sur les objets trouvés par Schliemann, il n'y avait pas une seule lettre, et ce, en tenant compte que Schliemann avait informé de la découverte de 8833 objets. Le trésor était majoritairement composé de perles, de chaînes, de boutons, de fermetures, de morceaux de poignard. Il y avait aussi des coupes en or, des récipients, des ustensiles de ménage en cuivre et en bronze, 2 diadèmes en or, des fioles en argent. Cinquièmement, l'opération de la sortie du trésor soi-disant trouvé de l'Empire ottoman est vraiment suspecte. Schliemann avait établi un plan de l'opération en avance et le gardait strictement secret. Le trésor a été emballé dans 6 boîtes en bois et secrètement transporté dans la maison du consul britannique Frank Calvert. De ce même Frank Calvert qui avait initié les fouilles de la dite Troie d'Homère. Ensuite, le trésor a été transporté dans la crique Karanlik-Limani, située à 5 km vers le nord de la colline Isarlik. Ici, un bateau affrété, le Taxiarsis, les attendait déjà. Avec l'aide des personnes de confiance de Schliemann, le bateau est arrivé sur l'île de Silos. Ici, le chargement précieux a été chargé sur un autre bateau qui l'a livré à Athènes. Tout cela a été une vraie contrebande, car selon le contrat entre Schliemann et le gouvernement turc, la moitié du trésor trouvé appartenait à l'Empire ottoman. Mais Schliemann n'avait pas l'intention de se séparer du trésor. Il avait justifié la sortie en contrebande du trésor en disant que les Turcs ignares enverraient les objets inestimables à la fonte, tout simplement. Mais il est possible que cette opération de l'exportation du trésor n'ait été qu'une mise en scène. À la place du trésor de Priam, Schliemann a peut-être mis dans les boîtes des objets sans trop de valeur, bien qu'ils aient été trouvés lors des fouilles. On croit que, mis à part le dit trésor de Priam, Henrik Schliemann a aussi découvert les ruines de Mycène. Là-bas, il aurait trouvé un masque d'or funéraire qu'il a aussitôt déclaré être un masque d'un autre héros de l'Iliade, Agamemnon. Et encore une fois, aucune preuve. Quoique, aujourd'hui, les historiens disent que le masque appartenait à un autre roi, dont on ne connaît pas encore le nom. Il serait curieux de savoir comment les archéologues ont réussi à prouver qu'un masque inconnu a appartenu à un roi inconnu, dont le nom est inconnu. Il est absurde de croire que les vestiges situés sur ce territoire sont des ruines de l'ancienne Ilion. Par exemple, les archéologues nous invitent à croire qu'autrefois, à cet endroit, se situait l'entrée de la ville, et que jour après jour, cette entrée était franchie dans les deux sens par de lourds chariots. Mais on sait que suite à l'usage prolongé, n'importe quelle route devient sillonnée d'ornières. Par exemple, voilà de quoi a l'air une route en pierre dans la ville ancienne Choufoutkalé en Crimée, sur laquelle pendant une longue période ont réellement roulé des chariots. Bien sûr, la profondeur de l'ornière dépend de la dureté du matériau utilisé, mais il est impossible que la route se soit conservée dans cet état idéal. Ici, il n'y a ni ornière laissée par les roues, ni trou laissé par les sabots de bétail, ni aucun autre signe de détérioration qui généralement apparaît sur les routes. La pente raide rend le passage des chariots chargés pratiquement impossible. De plus, la route bute sur un mur. On a le sentiment que personne n'a jamais emprunté ce passage et que cette route, ce n'est qu'une décoration théâtrale.
Et ceci est une autre construction curieuse, située sur le territoire du complexe archéologique. Ce mur rend visibles les couches qui composent le bâtiment. Les archéologues affirment que la fondation du bâtiment a été faite 2000 ans avant notre ère. La plaque ne précisait pas en quelle période ont été posées les couches supérieures. Notez que pour des raisons inconnues, le bâtiment est couvert d'une tente. En répondant aux questions des touristes étonnés, les guides disent que par ce moyen, on protège le bâtiment de la pluie. En effet, les briques sont composées d'un matériau tellement fragile qu'elles se désagrègent quand on les touche. Une bonne pluie peut les transformer en un tas de boue. Mais comment pouvait-on y habiter et pourquoi a-t-on construit l'habitation d'un matériau aussi peu solide? Quand on examine attentivement ces ruines, il devient clair qu'en vérité ce ne sont pas des vestiges d'une ancienne construction, mais une décoration réalisée pour pas cher et vite faite pour les touristes. Et ceux-ci sont des fragments d'anciens tombeaux. On croit que c'est également ancien de plusieurs milliers d'années. Il est étonnant comment les anciens maçons ont réussi à découper les blocs de marbre et les dalles de pierre aussi idéalement droits pour revêtir le tombeau. Encore plus étonnant, avec quoi les ont-ils découpés? La qualité de revêtement de cet ancien tombeau est presque la même qu'on peut voir sur les bâtiments modernes. Toutes ces bizarreries et contradictions suscitent chez les spécialistes des doutes concernant l'authenticité du trésor. Même de nos jours, certains chercheurs sérieux considèrent la découverte de Troie comme une mystification et Schliemann comme un rêveur effronté, en d'autres termes, un imposteur. Mais si en réalité il ne s'agit que d'une fortification militaire ordinaire, au nom de quoi les archéologues ont organisé cette mystification retentissante? Au nom de la gloire et de l'argent? Peut-être ont-ils aussi agi dans les intérêts de quelqu'un d'autre qui était derrière tout ça? Il est difficile de répondre à cette question aujourd'hui, mais pour les historiens de l'école de Scaliger, ce faux grandiose est tombé juste à temps. Afin de persuader complètement les touristes qu'il se trouve en effet sur le territoire de la Grande Troie, à l'entrée du complexe archéologique, on a construit un énorme cheval en bois, à l'intérieur duquel adorent monter les voyageurs du monde entier. Mais il apparaît que l'histoire sur le cheval de Troie, ce n'est qu'une légende fantastique de plus qui se range parmi d'autres fantaisies au sujet de l'ancienne Troie. Nous avons trouvé que la guerre de Troie a été reflétée dans des anciens documents sous des noms différents, notamment comme la célèbre guerre des Tarquins dans l'histoire de Rome, aussi comme la célèbre guerre des Goths dans l'histoire de Byzance et de Rome. Il se trouve que selon les documents concernant la guerre des Goths, Troie a été prise grâce à une faille que représentait un ancien aqueduc abandonné. L'armée a pénétré dans la ville par le tuyau de l'ancien aqueduc. C'est l'aqueduc qui a été reporté chez Homère en tant que cheval de Troie. Pourquoi? La réponse est visiblement en surface. En latin, le mot « eau » s'écrit « aqua » et le mot « cheval » s'écrit « equa ». Les copistes ont confondu ces deux mots et transformé l'aqueduc qui autrefois emmenait l'eau en cheval de Troie. Ainsi est apparue cette image fantastique qui depuis se balade sur les pages des chroniques anciennes. Pendant de longues années, la question de l'emplacement de la Grande Troie hantait les esprits des scientifiques, des aventuriers et de simples lecteurs du poème d'Homère. Tôt ou tard, quelqu'un aurait deviné que Troie est en réalité la Constantinople médiévale. Il n'y avait qu'un seul moyen d'arrêter ces recherches. Trouver sur les rives du Bosphore des ruines et les désigner comme les ruines de Troie. Cette tâche a été résolue avec succès grâce à Schliemann.
Les recherches de la véritable Troie se sont arrêtées pour de longues années. En revanche, la colline Isarlik est maintenant prise d'assaut par des touristes crédules. De partout dans le monde ne cessent d'arriver les voyageurs qui souhaitent voir de leurs propres yeux la ville décrite par le grand Homère. Malheureusement, la falsification de Troie, ce n'est pas un cas isolé dans l'histoire de l'archéologie. Dans 50 ans, une nouvelle sensation aura parcouru le monde et éclipsera même les actions de Schliemann. En novembre de 1922, une information sensationnelle faisait la une des journaux britanniques. On a trouvé une sépulture grandiose dans la vallée des rois en Égypte, le tombeau du pharaon Toutankhamon. Cette découverte était unique non seulement à cause de la richesse de ce tombeau, mais aussi parce que le personnage même de Toutankhamon, jusqu'à ce moment-là, était considéré comme une figure mythique. Les informations sur cette personne se limitaient à une paire de sceaux, sur lequel était inscrit son nom, mais sans le titre royal. C'est pourquoi beaucoup de scientifiques ne pensaient pas que Toutankhamon était un roi. Au mieux, c'était simplement un noble. Mais la découverte réalisée en novembre de 1922 a tout changé. L'homme qui a trouvé le tombeau de Toutankhamon est devenu l'égyptologue numéro 1 dans le monde. C'était un archéologue professionnel britannique, Howard Carter. Vers cette époque, il avait déjà travaillé pendant plusieurs années en Égypte, non sans succès comme on le croit. Mais Carter était ambitieux. Il avait l'intention de réaliser quelque chose que personne n'avait réussi. Trouver le sépulcre de Toutankhamon, ni plus ni moins. En 1917, il a rassemblé une expédition et initié des fouilles dans la vallée des rois. Vers cette époque, tous les scientifiques étaient persuadés qu'il n'était plus possible de trouver ici quoi que ce soit de notable. L'archéologue allemand Richard Lepsius affirmait que dans la vallée des rois, il ne restait pas un seul grain de sable qu'on n'aurait pas retourné au moins 3 fois. Vers 1917, les archéologues ne trouvaient ici que des bagatelles sans importance. Carter, en tant que professionnel, en était au courant. Néanmoins, il a entamé les recherches. Aujourd'hui, presque 100 ans passés, certains spécialistes d'antiquités égyptiennes supposent que la trouvaille de Carter, ce n'était pas une découverte grandiose, mais une mystification grandiose. Durant 10 ans, Carter ne s'est pas occupé de rechercher et ensuite d'étudier le tombeau de Toutankhamon, mais de falsifier la découverte. Et ce n'est pas étonnant, car le sépulcre ressemble davantage à une décoration qu'à un tombeau. Certaines circonstances de son travail suscitent toujours beaucoup de questions. La première circonstance. Carter a commencé les fouilles à l'endroit même où plus tard il allait découvrir le tombeau. Mais d'abord, Carter n'y aurait rien trouvé. C'est pourquoi, durant les 5 années suivantes, il a retourné la terre mètre après mètre dans d'autres parcelles de la vallée des rois. En 1922, Carter a décidé de retourner à l'endroit initial et a aussitôt trouvé la sépulture. La deuxième circonstance. Après la découverte du tombeau, Carter n'a pas laissé ses collègues ouvrir les portes scellées et a repoussé sciemment les dates du début des fouilles. Il forçait les membres de l'expédition à étudier les objets déjà trouvés, bien qu'il soit plus commode de le faire dans un laboratoire et non pas sur place. De plus, Carter a ordonné de recouvrir la tombe de terre et d'attendre l'arrivée du sponsor de l'expédition, Lord Carnarvon. Ce comportement est assez étrange pour un archéologue. La troisième circonstance.
Quand les archéologues ont à nouveau dégagé le tombeau, ils ont découvert que le passage muré dans le sépulcre avait déjà été 2 fois ouvert et muré à nouveau. La conclusion s'imposait d'elle-même. La tombe avait été visitée 2 fois par des pilleurs, mais quand les membres de l'expédition ont pénétré à l'intérieur, ils y ont vu nombre d'objets, entre autres des bijoux. À ce moment, Carter a pris une décision étrange. Au lieu de continuer l'étude du tombeau, il a à nouveau ordonné de l'enfouir et il est parti au Caire. C'est seulement à la fin de décembre de 1922 qu'on a remonté en surface le premier objet. Et c'est en février de 1923 que Carter est entré dans la pièce qui contenait le sarcophage du pharaon. Il est apparu que cette pièce remplie d'objets en or n'avait pas subi de pillage non plus. Personne n'a pu expliquer pourquoi les pilleurs qui avaient été dans le tombeau n'avaient rien pris. Pourquoi eux qui avaient été dans la chambre mortuaire n'avaient pas ouvert le sarcophage en bois revêtu d'or? Tous les objets trouvés étaient en excellent état. Les objets en or scintillaient comme s'ils étaient neufs. En 3000 ans, ils n'ont pas perdu leur éclat et n'ont pas été couverts de poussière. Mais ce n'était pas la seule chose étrange. Dans le tombeau, on a trouvé des pièces de monnaie en or mises dans des bourses en cuir. En 3000 ans, ces bourses en cuir auraient dû se décomposer dans tous les cas de figure, mais elles étaient entières. Encore mieux, de nombreux objets comportaient des traces de façonnage avec des outils modernes, notamment de scie. Comme il est connu, il y a 2000 ans, c'était l'âge de bronze. Les Égyptiens ne connaissaient pas le métal. On peut douter, supposer que quelque chose a été fabriqué à l'aide de scie en bronze, mais l'existence d'un tel outil est peu probable. Dans le tombeau, il y avait un char du roi qui ne passait pas l'entrée, alors il a été scié. La 4e circonstance. Pour des raisons inconnues, un chemin de fer à voie étroite a été posé en direction du tombeau de Toutankhamon. La 5e circonstance. Étrangement, les travaux dans la tombe ont duré beaucoup trop longtemps, ce qui est inhabituel. Les fouilles ont duré 5 ans. Faut-il autant de temps pour faire l'inventaire des bijoux, des sarcophages et des momies se trouvant sur 80 mètres carrés? La 6e circonstance. Le sépulcre diffère beaucoup des autres tombes situées dans la vallée des rois. Dans toutes les tombes, les plafonds voûtés ont une forme ovale. La chambre mortuaire de Toutankhamon a la forme d'un parallélépipède régulier. Ici, tous les angles sont droits. Un observateur attentif sera aussi étonné par les peintures de la tombe. Sur toutes les photos qu'on peut trouver, la tombe est expressément prise de façon à ce qu'on ait l'impression que les peintures couvrent tous les murs. Probablement parce que c'est de cette façon-là que sont peintes les autres tombes royales. Dans certaines d'entre elles, les peintures ont été faites même sur le plafond. Dans la tombe de Toutankhamon, les peintures ne couvrent que les murs de la chambre mortuaire. L'image principale se trouve directement dans le champ de vision lorsqu'on entre dans la tombe. En revanche, dans les endroits inaccessibles au regard, les peintures sont absentes. On a l'impression que les peintures ont été réalisées spécialement pour les touristes. Ça ne ressemble absolument pas aux autres tombes. Le plus intéressant, c'est que sur de nombreuses photos que l'on peut trouver dans des éditions différentes, la peinture de fond paraît dorée et très ancienne. On voit que beaucoup de fragments ont été détruits ou sont tombés. Mais en réalité, cette peinture est réalisée avec la couleur jaune pour imiter la dorure. Et les fragments qui seraient perdus, ce sont des frottis de couleur marron foncé. Autrement dit, ces peintures ont été initialement réalisées pour imiter l'ancienneté et ne peuvent pas être authentiques.
La septième circonstance, le très mauvais état de la momie trouvée dans la tombe attire l'attention. La dite momie de Toutankhamon s'est conservée beaucoup moins bien que les momies des autres pharaons. La huitième circonstance, le tombeau de Toutankhamon, c'est le seul tombeau dans la vallée des rois où il est catégoriquement interdit aux touristes non seulement de filmer, mais aussi de photographier. À l'entrée, on prend aux touristes tous les appareils photo et les caméras vidéo. Probablement, la vraie sépulture du pharaon Toutankhamon n'a jamais existé. Ce qu'on appelle les fouilles dans la vallée des rois, que Carter a commencé en automne de 1917, ce n'était qu'une manœuvre pour détourner l'attention. En réalité, Carter n'a pas cherché le tombeau de Toutankhamon, mais il l'a construit. Mais il a fallu beaucoup de temps pour creuser la tombe et pour la remplir de trésors. C'est pourquoi son expédition a retourné le sable pendant 5 ans dans le désert égyptien. En 5 ans, la falsification des objets a été finie. Mélangés à d'autres artefacts authentiques, ils ont été transportés vers la tombe par le chemin de fer à voie étroite. Quand la sépulture a été remplie, Carter est retourné à cet endroit et a aussitôt trouvé la tombe. On a expliqué le fait que l'entrée avait été ouverte puis à nouveau murée 2 fois par une intrusion de drôles de pilleurs qui ont visité le tombeau et n'ont rien pris. Il est vrai que pour fabriquer une telle quantité d'objets en or, il fallait disposer d'une fortune colossale. Il est peu probable que le sponsor de l'expédition, Lord Carnarvon, ait pu payer tout cela de sa poche. Probablement Carter a été aidé par le gouvernement égyptien. La falsification archéologique s'est transformée en un business hautement lucratif. On ne conserve qu'une petite partie des 10 trésors de Toutankhamon au Caire. La plupart des objets ont été vendus à différents musées du monde pour des montants incroyables. Alors si le gouvernement égyptien avait prêté une certaine somme à Carter, il l'a réencaissée grassement. Sans parler des foules de touristes qui, chaque année, arrivent sur les rives du Nil pour visiter en premier lieu le tombeau de Toutankhamon. Mais pourquoi aucun membre de l'expédition de Carter n'a jamais révélé la falsification? Est-il possible que personne n'ait rien remarqué? Et là, du coup, on se souvient de la dite malédiction du pharaon, qui serait la cause de la mort de nombreux membres de l'expédition de Carter. Lord Carnarvon est décédé en premier. C'est arrivé en 1923. Le Lord serait mort à cause d'une septicémie, après s'être coupé en se rasant. Lady Carnarvon l'a suivi peu de temps après, suite à une piqûre de phlébotome. Plus tard, les décès se sont succédés. Ont quitté la vie de façon subite Archibald Reed, qui a radiographié la momie de Toutankhamon, Mace, qui a aidé Carter à abattre le mur de la chambre mortuaire, le secrétaire de Carter, le jeune Lord Westbourne, son père, Lord Westbourne Senior, et le demi-frère de Carnarvon, Aubrey Herbert, qui s'est suicidé. Parmi les membres initiaux de l'expédition, vers 1930, seul Howard Carter est resté en vie. La suite de ces décès a engendré nombre de suppositions. Qu'est-ce qu'on n'a pas avancé comme version? Commençant par le châtiment du ciel des fossoyeurs et finissant par des bactéries pathogènes que les anciens prêtres égyptiens auraient sémées dans la tombe. Aucune des versions émises n'a été confirmée scientifiquement. C'est pourquoi, de nos jours, il est convenu de croire que les décès des archéologues survenus l'un après l'autre, ce n'est qu'une monstrueuse coïncidence. Mais on ne peut pas exclure que les collègues de Carter et Lord Carnarvon aient commencé à douter de l'authenticité des découvertes. C'est pourquoi il a fallu se débarrasser d'eux.
car la dite malédiction du pharaon n'a pas concerné tous les membres de l'expédition, mais seulement les personnes qui ont été dans la tombe ou ont travaillé avec la momie du pharaon. Certains membres et scientifiques qui ont travaillé avec Carter et qui n'ont pas été au courant de la falsification ont dû deviner qu'ils n'avaient pas affaire à une sépulture authentique. Ceux qui ont fait l'analyse radiologique de la momie ont deviné en premier. Probablement, les services secrets égyptiens n'avaient pas d'autre choix que se débarrasser d'eux à l'occasion. À mon avis, c'est la seule explication logique possible. Peut-être qu'on pourrait trouver des preuves, mais naturellement, pour l'instant, c'est inaccessible. Bien sûr, la version en faveur de meurtre prémédité des membres de l'expédition ne dispose pas de preuves solides. Mais il y a eu trop de coïncidences et de circonstances étranges en lien avec le tombeau de Toutankhamon et avec Carter lui-même, qui a vécu sans souci jusqu'à 1939, où il est mort à l'âge de 65 ans dans son lit de cause naturelle. Quand les archéologues dévoilent leurs découvertes sensationnelles, fabriquées de nos jours, bien que ça puisse paraître étrange, souvent ils apportent des pseudo-confirmations de certaines choses parfaitement mythologiques. La question se pose alors, que devient suite à cela l'histoire? Du coup, des personnages réels, historiques, avoisinent des figures mythiques. Dans ce sens-là, l'égyptologie n'est pas une exception du tout. La contrefaçon des faits historiques a aussi eu lieu dans le passé des pays asiatiques, par exemple dans l'histoire de la Chine. Cette construction unique ressemblant au corps d'un énorme dragon, c'est la célèbre Grande Muraille de Chine. Elle longe tout le pays. Sa longueur est de plus de 6400 km. La hauteur atteint 6 mètres, l'épaisseur 3 mètres. On croit que la construction de la muraille a débuté au IIIe siècle avant notre ère et finit au XVIIe siècle, cette fois-ci de notre ère. Autrement dit, selon la version historique actuelle, la construction a duré presque 2000 ans. En effet, c'est un édifice unique. Dans l'histoire, on ne connaît pas de chantier aussi long. On est tellement habitué à cette version historique que peu de gens songent à son absurdité. N'importe quel chantier, surtout de grande ampleur, a un objectif bien précis. Qui aujourd'hui aurait l'idée d'entamer un chantier qu'on ne pourra finir que dans 2000 ans? Évidemment, personne, car cela n'a aucun sens. Non seulement ce chantier interminable serait un lourd fardeau pour la population d'un pays, mais en plus la construction même se détériorerait constamment et on aurait à la réparer. Et c'est ce qui est arrivé à la Grande Muraille de Chine. On ne pourra jamais savoir de quoi ont eu l'air les premiers morceaux de la muraille construits soi-disant avant notre ère. Naturellement, ils sont tombés en ruine. Les parties conservées jusqu'à nos jours ont majoritairement été construites durant la dynastie Ming, c'est-à-dire du XIVe au XVIIe siècle de notre ère. À cette époque, les matériaux de construction principaux, c'étaient des briques et des blocs de pierre qui rendaient l'édifice plus solide. Alors les historiens sont quand même contraints d'admettre que cette muraille que nous pouvons voir aujourd'hui est apparue après le XIVe siècle de notre ère. Mais même 600 ans, c'est un âge vraiment avancé pour une construction en pierre. Il n'y a toujours pas d'explication à cet excellent état de sauvegarde.
Par exemple, en Europe, les fortifications militaires médiévales ont vieilli et petit à petit sont tombées en ruine. On a dû les démonter et construire des nouvelles, plus modernes à la place. La même chose est arrivée en Russie. Plusieurs fortifications médiévales ont été reconstruites au XVIIe siècle. Mais en Chine, ces lois physiques naturelles n'ont pas agi, on ne sait pourquoi. Même si on suppose que les anciens bâtisseurs chinois possédaient un secret grâce auquel ils ont réussi à ériger cet édifice si unique, les historiens n'ont pas de réponse rationnelle à la question la plus importante. Dans quel but, durant 2000 ans, les Chinois ont-ils obstinément bâti cette muraille? De qui voulaient-ils se protéger? Les historiens répondent que la muraille a été érigée tout le long de la frontière de l'Empire chinois pour se protéger des invasions des nomades. Mais les nomades de cette époque ne possédaient que des flèches et des lances avec des embouts en cuivre ou même en pierre. On n'a pas besoin d'une muraille épaisse de 3 mètres pour affronter de telles armes. Les Russes et les Européens ont commencé à bâtir des fortifications semblables lorsque sur les champs de bataille sont apparus les canons et les engins de siège, c'est-à-dire à partir du XVe siècle. Mais il ne s'agit pas tellement de l'épaisseur de la muraille, mais surtout de sa longueur. La muraille, étendue sur plusieurs milliers de kilomètres, ne pouvait pas protéger la Chine des invasions, pour plusieurs raisons. Premièrement, dans beaucoup d'endroits, le mur est construit au pied des collines avoisinantes, comme ici par exemple. Il est évident que l'adversaire pourrait facilement viser et tuer tous les combattants sur ce morceau de mur, en grimpant sur les sommets avoisinants. Les soldats chinois n'auraient eu aucun abri pour se cacher des flèches qui seraient arrivées d'en haut. Deuxièmement, sur toute la longueur de la muraille, tous les 60-100 mètres, ont été érigées les tours de guet. Dans chaque tour devaient se trouver en permanence des unités de combat conséquentes pour surveiller l'apparition de l'ennemi. Mais déjà soi-disant au IIIe siècle avant notre ère, sous l'empereur Shi Huangdi, lorsqu'on avait érigé 4000 km de murs, il est apparu que si les tours étaient disposées de façon si dense, il serait impossible de réaliser une défense efficace de la muraille. Tous les effectifs de l'armée de l'Empire chinois ne suffiraient pas. Si chaque tour est gardée par une petite unité de guerriers, elle serait facilement prise par l'ennemi. L'unité peu nombreuse serait anéantie avant que les unités voisines aient le temps de lui venir en aide. Si on met des unités plus grandes et on dispose les tours plus loin les unes des autres, on a des morceaux de murs trop longs qui restent sans défense, par lesquels l'ennemi pourrait assez facilement pénétrer à l'intérieur de l'Empire. Il n'est pas étonnant que l'apparition de cette fortification n'ait pas résolu le problème de défense de la Chine contre les invasions. En revanche, sa construction a considérablement appauvri l'État et la dynastie Qin a perdu le trône. La nouvelle dynastie Han ne comptait pas tellement sur la muraille et est retournée au système de la guerre de mouvement. Néanmoins, d'après ce que disent les historiens, la construction de la muraille a continué. Et c'est étrange. Curieusement, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, en Chine, mis à part la Grande Muraille, on n'a construit aucun autre grand édifice en pierre. Les scientifiques affirment que la population de la Chine a en permanence mené des guerres civiles. Pourquoi ne s'isolait-il pas avec des murs? Ne construisait-il pas de forteresses dans les villes? En ayant une expérience aussi unique de la construction de murailles en pierre, ils auraient pu couvrir de fortifications tout le pays. Il apparaît que les Chinois ont employé toutes leurs forces, moyens et talents uniquement pour la construction d'un édifice aussi inefficace du point de vue militaire, la Grande Muraille de Chine. Mais il existe une autre version historique de la construction de la muraille de Chine. Cette version n'a pas gagné en popularité chez les historiens, mais en revanche, elle est beaucoup plus logique.
La Grande Muraille a en effet été érigée le long de la frontière de la Chine, non pas pour la défense contre les invasions, mais pour délimiter deux pays. Le chantier a débuté beaucoup plus tard que 2000 ans en arrière, soit au XVIIe siècle de notre ère. Autrement dit, la muraille n'est vieille que de 300 ans. Un fait curieux historique témoigne en faveur de cette version. Selon la version historique officielle, vers le milieu du XVIIe siècle, les territoires nord de la Chine, ceux qui sont limitrophes avec la Russie, ont été désertés par la population. Afin d'éviter que les Russes, les Mongols et les Coréens ne s'installent sur ces terres, en 1678, l'empereur Kangxi a ordonné de délimiter la frontière avec une ligne de fortification. Le chantier a duré jusqu'à la fin des années 80 du XVIIe siècle. Maintenant, la question, pourquoi l'empereur a eu besoin de construire une nouvelle frontière fortifiée si depuis des lustres, tout le long de la frontière nord chinoise était déjà construite la Grande Muraille en pierre? Probablement, à cette époque, il n'y avait aucune muraille. C'est pourquoi les Chinois ont commencé à ériger un mur fortifié afin de protéger leurs terres. Car c'est à cette époque que la Chine a mené des guerres frontalières contre la Russie. Vers la fin du XVIIe siècle, les Russes et les Chinois se sont mis d'accord concernant la délimitation de la frontière entre deux États. En 1689, à Nertchinsk, on a signé un accord russe-chinois qui a fixé la frontière nord de la Chine. Probablement, les gouvernants chinois du XVIIe siècle ont accordé une très grande importance à ce traité. C'est pourquoi ils ont décidé de marquer la frontière non seulement sur papier, mais aussi sur terre. Ainsi, tout le long de la frontière russe, est apparue la muraille frontalière. Ceci est une carte de l'Asie du XVIIIe siècle, fabriquée par l'Académie royale à Amsterdam. Ici, on distingue bien deux États, la Chine et la Tartarie. La frontière nord de la Chine longe le 40e parallèle. La ligne de la Grande Muraille est fidèle à la frontière. De plus, elle est marquée d'une ligne grasse et désignée en français comme muraille de la Chine. On peut voir la même chose sur la carte de l'Asie émise en 1754. Ici, la Grande Muraille est également à la frontière de Chine et de Tartarie. La muraille est également dessinée sur la carte de Tartarie de Guillaume de Lille. On peut voir que ce n'est pas une ligne grasse quelconque, mais qu'elle représente un mur avec des tours. Et ceci est le globe géant de Gotthard, qui est conservé dans la Kunstkamera à Saint-Pétersbourg. On peut y distinguer très bien la muraille. Ici aussi, elle délimite la frontière entre la Chine et l'État voisin, la Tartarie chinoise. Par ailleurs, dans la cartographie, il est assez insolite de représenter un édifice architectural sur une carte géographique. Bien sûr, on peut supposer que les anciens Chinois, il y a 2000 ans en arrière, ont prévu à quel endroit passerait la frontière russo-chinoise. En 1689, les deux États, sans y aller par 4 chemins, ont délimité la frontière le long de la muraille déjà présente ici. Mais dans ce cas, ce détail aurait été cité dans le traité. Et dans le traité de Nertchinsk, il n'y a pas la moindre mention de la Grande Muraille. Depuis déjà quelques décennies, les scientifiques du monde entier sondent l'alarme. L'une des 7 merveilles du monde, la Grande Muraille de Chine, se dégrade à une grande vitesse. En effet, par endroits, la hauteur de la muraille a diminué de 2 mètres. Par endroits, il n'y a plus de tour de guet.
Quelques dizaines de kilomètres de murs sont complètement perdus. Et des centaines de kilomètres continuent à se dégrader très rapidement. Et cela malgré le fait que depuis ces quelques derniers siècles, la muraille a été réparée et restaurée à plusieurs reprises. Pourquoi alors elle ne se détériorait pas à la même vitesse avant? Pourquoi après avoir existé pendant plus de 2000 ans, elle tombe en ruine à vue d'œil? Les scientifiques remettent la responsabilité sur le climat, l'écologie, l'agriculture et bien sûr sur les touristes. Chaque année, la Grande Muraille est visitée par près de 2 millions de personnes qui s'infiltrent partout, que ça soit autorisé ou pas, et veulent voir même les morceaux de murs interdits aux visites. Mais probablement, il ne s'agit pas de tout ça. La Grande Muraille de Chine se dégrade de façon tout à fait naturelle et comparable à tous les autres édifices semblables. 300 ans, c'est un âge vraiment avancé pour une construction en pierre. La version sur l'âge 2 fois millénaire de ce grand édifice chinois, ce n'est qu'un mythe, tout comme la grosse partie de l'histoire même de la Chine. Néanmoins, dans l'ancienne Chine, il a vraisemblablement existé une fortification que l'on appelait la muraille. Ces vestiges se trouvent toujours pas très loin de la Grande Muraille de Chine. Lorsqu'en début de 2010, j'ai visité la Grande Muraille de Chine, ou plus précisément le mur que l'on fait passer pour une ancienne Grande Muraille de Chine, par chance, j'avais sur moi une paire de jumelles puissantes. En observant les espaces devant cette muraille, j'ai vu qu'en effet la muraille chinoise existe. On peut l'apercevoir avec la jumelle. Ce mur ne passe pas par les sommets, comme le fait la muraille contrefaite sur laquelle on fait balader les touristes et où j'ai été moi. Pour moi, il était parfaitement évident que je marchais sur un faux. Et le mur que j'ai vu dans les jumelles m'a paru très ancien, très vieux. Malheureusement, ce mur est presque entièrement détruit. Mais sur les photos réalisées par Gleb Nosovsky, on peut très bien voir qu'il passe par la plaine. On peut voir que c'est un mur de pisé et non pas en pierre. En jugeant d'après les fragments des tours conservés, le mur a en effet été frontalier et destiné à des fins militaires. Malgré le fait que cette fortification soit située assez près de la muraille moderne, les historiens chinois semblent ignorer l'existence de cet ancien édifice. J'ai été accompagné par quelques étudiants diplômés en histoire de l'université de Pékin. Quand je leur ai montré l'ancien mur dans les jumelles, ils ne faisaient que s'exclamer et écarter les bras. Ils ne connaissaient pas son existence. J'ai posé la question si on pouvait y aller vers ces vestiges et on m'a clairement répondu que non. Les mythes sur le passé des peuples, sur l'authenticité des monuments historiques, se composaient à une époque où les gens avaient des notions très floues, même au sujet de la vie dans les villes voisines, sans parler de pays lointains ou d'autres continents. C'est pourquoi on se fiait à n'importe quelle fable que racontaient des voyageurs de passage. Aujourd'hui, nous avons accès à un volume énorme d'informations historiques. Nous avons la possibilité de voir le monde pour s'assurer de la véracité de ces informations. Alors, en observant les anciennes villes et les musées modernes, en grimpant dans des ruines et en descendant dans des tombeaux, nous devons regarder le monde de nos propres yeux, et pas seulement par les yeux des guides. Plus nous serons attentifs à l'histoire, moins il y aura de place pour la fiction et pour la falsification. Les résultats des recherches du projet scientifique de la nouvelle chronologie permettent de dire que c'est l'histoire russe qui a subi le plus de dommages suite aux actions des falsificateurs.
Contrairement aux autres pays, le passé de la Russie a été déformé à un degré méconnaissable. Suite aux ordres des réformateurs du XVIIe-XVIIIe siècle, plusieurs faits historiques ont été entièrement réécrits. Certains faits ont carrément disparu des pages de l'histoire de la Russie. L'un des exemples marquants de la falsification historique, c'est l'époque du XVIe siècle. Les historiens ont inventé une nouvelle interprétation des événements politiques de cette époque. De plus, ils ont entièrement falsifié les biographies des tsars de la dynastie des Rurikides. Pour savoir qui a régné en réalité sous le nom d'Ivan IV, regardez notre film suivant, Ivan le Terrible. Иван Грозный.